J'avais 26 ans et pendant l'entretien, on m'a posé aucune question sur mes compétences techniques. On m'a posé que des questions sur, mes, compétences socio-comportementales, ma persévérance. Entreprendre coûte que coûte. Même si on te dit que t'es pas time to market, même si tu as des jumeaux et un aîné à gérer, et même si tu es un ovni dans ton secteur. Cette niaque d'entreprendre, c'est celle de Solène Boquillon-Le Goisiou. Maman de 3 garçons et fondatrice de l'EdTech Soft Kids. Et ben, HEC m'a dit: «Mais madame, vous n'êtes pas time to market, c'est beaucoup trop tôt. Vous pensez que les gens, ils vont acheter une appli, pour la confiance en soi et cetera». C'est vrai. Ancienne employée de Shell, Solène se passionne pour les soft skills, ces compétences que l'on appelle douces par rapport aux compétences dures dites techniques. Tout le monde sait qu'il faut apprendre à lire, écrire, compter. Par contre, les gens ne savent pas qu'il faut développer les soft skills des enfants pour améliorer la réussite scolaire, pour améliorer l'insertion professionnelle, pour améliorer la santé mentale. Sans tabou, Solène me partage dans cet épisode ses hauts et ses bas d'entrepreneur et l'épopée qu'elle a entrepris pour développer Soft Kids et permettre à toutes et à tous de réussir à l'école en développant sa confiance en soi et sa persévérance, chose qu'elle n'a jamais abandonnée. Bonjour Solène, bienvenue dans Biz and Bibs. Bonjour Estelle. Merci d'être là. Solène, tu es une entrepreneuse passionnée, aguerrie. J'avais hâte de t'avoir dans le podcast parce que tu es la CEO de Soft Kids, qui est une EdTech innovante dédiée à cultiver les compétences douces des enfants et des adolescents. Et avant de te lancer dans cette aventure, tu as passé une dizaine d'années dans les ressources humaines où tu as travaillé notamment avec les soft skills chez les adultes. Et c'est un rapport de l'OCDE sur le futur de l'éducation 2030 qui t'a profondément inspiré. Il soulignait notamment que les enfants d'aujourd'hui doivent être formés à naviguer dans un monde incertain et que les soft skills, ce serait la clé justement de cette préparation. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire le lien entre tes expériences passées dans les ressources humaines et la création de Soft Kids ? Je pense qu'il y a tout un tas de choses. En fait, c'est souvent l'alignement des planètes, hein. La première chose, c'est que moi, l'entreprise dans laquelle j'étais DRH, donc c'est Shell, qui est une entreprise anglo-néerlandaise et c'est une entreprise qui m'a profondément marquée par sa culture parce que quand j'ai été recrutée dans cette boîte en 2005, j'avais 26 ans et pendant l'entretien, on m'a posé aucune question sur mes compétences techniques. On m'a posé que des questions sur, mes, compétences socio-comportementales, ma persévérance, ma faculté à collaborer avec les autres, ma capacité d'analyse et de synthèse. Et tout au long de ma carrière, en fait, ce qui était le plus important, c'était pas mes compétences métiers, c'était mes compétences socio-comportementales. Et dans cette boîte, j'ai appris à développer mon esprit critique, ma confiance en soi, un état d'esprit de développement, en se disant qu'à force de travailler, en faisant des erreurs, on peut y arriver, et cetera. Et souvent, je me disais: «Mais pourquoi j'ai pas appris ça à l'école?» Et faut dire que, j'étais un petit peu fâchée avec l'école, parce que, on m'a fait redoubler ma quatrième parce que j'étais pas bonne en maths, alors que j'étais très bonne en histoire, géo et en français. Enfin, en français, pas en orthographe, mais en rédaction. Et en fait, je me suis dit, quand j'ai lu ce rapport qui disait que, 65 des écoliers d'aujourd'hui feront des métiers qui n'existent pas encore. Le monde est en constante évolution. La durée de vie, des compétences acquises dans les diplômes, elle est passée de 30 ans dans les années, 80 à, 2 mois, 2 ans, aujourd'hui. Ah la vache. Et donc, je me suis dit, en fait, il faudrait peut-être plus apprendre à apprendre et à désapprendre, développer son esprit critique face aux fake news, avoir confiance en soi quand on est sur Instagram et qu'on voit que des personnes, qui sont Ouais, superbes, retouché. voilà. Et donc je me suis dit, ouais, on n'apprend peut-être pas les bonnes choses ou on apprend les bonnes choses, mais il faudrait, avoir un petit juste milieu et avoir un Mmh. curseur qui soit à l'équilibre. Ouais, les compétences, on va dire, enfin les matières scolaires, c'est bien, mais on n'apprend pas assez, en tout cas, effectivement, à développer son autonomie, sa confiance en soi, et cetera. Mmh. Voilà et à côté de ça, en fait, il y a eu 2 autres éléments qui ont été déclencheurs. C'est que moi, j'étais, dans chez Shell, ce qu'on appelle un corporate hacker, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui arrive tout le temps avec des idées nouvelles et cetera et j'avais, cofondé avec un collègue le programme,
des startups de Shell France, où Shell France aidait des startups, à grossir, apporter son l'expertise métier des collaborateurs et donc je voyais des startups, très souvent et à chaque fois je me disais: «Waouh, c'est génial, ils ont plein d'idées, c'est top. J'aimerais bien moi aussi, Un jour avoir peut-être. ça, un jour peut-être». Et je suis quelqu'un qui a toujours fait de l'associatif et je pense que pendant des années, j'ai assouvi, mon besoin entrepreneurial, mon besoin, voilà de créer des choses via l'associatif et il se trouve qu'en même temps que je faisais ce programme pour Shell, que j'étais DRH à l'international, j'étais présidente d'une crèche parentale associative. OK, et à cette époque, tu étais Heu, toi-même maman aussi? ouais, j'avais mon fils aîné. Quand j'ai, commencé à réfléchir à Soft Kids, mon fils aîné, hem, il était en petite section de maternelle et je venais de faire 3 ans à la crèche, où j'avais trouvé ça génial parce qu'on était dans la coéducation, on avait des dîners des papas, des dîners des mamans, des soirées parents-psy et je trouvais ça hyper intéressant de pouvoir partager son quotidien de parent et de coéduquer, nos enfants avec les professionnels de la crèche. Parce que quand on est en crèche parentale associative, enfin moi dans la mienne, il fallait que je fasse des journées de permanence à la crèche de 8 heures à 19 heures. Je donnais un coup de main, j'échangeais avec les professionnels. C'est pas, C'était un second j'arrive, je job, dépose quoi? mon enfant, le soir je repars, est-ce qu'il a bien mangé? Combien de fois il a fait pipi? Enfin voilà. Mmh. C'est pas ça, enfin vraiment il y avait des étapes, et j'avais aidé, enfin, en tant que, membre du bureau de la crèche, sur plein de choses, sur le projet pédagogique et cetera. Donc ça a été aussi, un moment où je me suis énormément intéressée à l'éducation. Et est-ce que toi-même, dans l'éducation de ton fils, il y avait des choses où tu disais: «J'aimerais bien que les compétences douces, elles soient un peu plus intégrées, que, il y ait plus d'activités justement pour l'aider à développer ces compétences comportementales-là?» Ou justement en étant, un peu impliqué dans la crèche, tu pouvais avoir, quelque chose à dire par rapport à ça? Oui, je pouvais avoir des choses à dire par rapport à ça, tu vois? Je prends souvent cet exemple. Tu vois, par exemple, nous, on a un programme chez Soft Kids sur la diversité, l'inclusion ou l'esprit critique où, en fait, on explique, bah, dès, 6 ans aux enfants ce que c'est les biais inconscients et par exemple, quand tu es en journée de permanence, que tu as l'anniversaire d'un enfant et puis que, tu as une professionnelle qui dit: «Ah bah, c'est dommage, Lucas, il aura pas de ballon pour son anniversaire aujourd'hui» et que tu dis: «Bah, pourquoi est-ce qu'il aura pas de ballon?» «Bah, il reste que des ballons violets». Mmh. Et en fait, «Oui alors?» «Bah, Lucas, c'est un garçon». «Bah oui, mais en fait, quand tu as 2 ans et que c'est ton anniversaire, Bah, on veut tu juste un as même ballon, pas en fait. conscience que la population a genré les couleurs et qu'il faudrait que le violet, ce soit plus pour les filles que pour les garçons». Ouais. Ou alors, un autre moment, mais ça j'avais fait une réunion après sur ce sujet, mais par exemple, moi j'étais en train de faire, un atelier, avec des enfants et tout d'un coup, il y a un enfant qui pleure et puis il y a une des professionnelles, elle dit: «Qui a fait ça?» Et moi je leur dis: «En termes de posture, qui a fait ça?» Ça montre qu'on va tout de suite essayer de juger quelqu'un et de se dire: «Il y a un Oui, coupable» et juger, cetera. Alors punir, qu'en fait, mmh. ce qu'il faut faire, c'est développer l'empathie des enfants et la première réaction, c'est: «Oh, Arthur il pleure, peut-être qu'il a besoin d'un doudou, d'une tétine, qui veut aller l'aider?» Et puis après, on essaye de savoir ce qui s'est passé et on Mmh. développe tout de suite l'empathie. Ouais. Et donc j'avais pas mal de réflexions là-dessus. Je suis quelqu'un en plus qui est assez curieuse, par nature, qui aime beaucoup lire et cetera, donc je lisais beaucoup. Et donc voilà, tous ces sujets, m'intéressaient, énormément et après, enfin, quand on discute entre nous, entre entrepreneurs, hein, dans les tech, donc il faut savoir qu'il y a 45 de femmes fondatrices, d'entreprises dans l'éducation technologie, ce qui est énorme parce que la moyenne nationale, c'est 24 tous secteurs, confondus Mmh. et quand on discute ensemble, on a toutes des enfants neuroatypiques. Donc en fait, je pense qu'on est toutes là pour répondre à un besoin parce qu'on a vu Ouais. qu'il y avait un trou dans la raquette, par Oui rapport, et puis en général, à les femmes se sentent aussi plus concernées par, enfin, moi j'ai eu plusieurs discussions avec des responsables d'incubateurs qui m'ont tout dit que les femmes entreprenaient plus quand même dans le care,
donc Oui. l'éducation, le bien-être et cetera parce qu'il y a plus effectivement ce côté, ben, de vouloir aider les autres, de vouloir aider notamment ses enfants. Donc ça m'étonne pas effectivement que tu me dises que 45 de femmes dans l'EdTech, c'est ouais, Mmh. ça colle. Et alors du coup, toi, tu as toutes ces réflexions-là qui te viennent, ça commence un peu à germer et comment est-ce que ça prend forme de façon concrète? Comment est-ce que tu te dis un jour: «Je vais faire, une EdTech et ça va s'appeler, Soft Kids»? Alors, faut savoir que j'avais des idées de boîte tout le temps et je cherchais et en fait, j'avais une de mes amies, elle, qui était en expat et qui s'ennuyait, donc à chaque fois que j'avais une idée de boîte, je lui envoyais et elle faisait les recherches et je lui dis: «Ouais, j'ai l'impression qu'il y a pas d'appli», parce que je suis très geek tech quand même, hein. Mmh. Pour moi, en fait, les smartphones, ça a révolutionné ma vie, je peux tout faire avec mon smartphone, faire mes courses, regarder mes comptes, machin et moi, je suis plutôt dans l'éducation aux écrans, que, dans, l'interdiction et il y a énormément d'éducation aux écrans qui est fait, à la maison. Enfin, moi, mes jumeaux de 6 ans, si je mets, un dessin animé à la télé et qui a marqué, que c'est pour 10 ans et plus, ils vont me dire: «Ah maman, tu peux pas nous mettre ce dessin animé, c'est interdit, c'est pas pour notre âge». Donc quand c'est bien accompagné, normalement, il y a pas de souci et je lui dis: «Ouais, il y a pas d'appli, pour expliquer aux enfants, je sais pas, la politesse, le vivre ensemble», voilà et on avait commencé à regarder et on n'avait rien vu et il faut dire qu'à l'époque, bon, c'était un peu le début de la startup nation et tout et j'étais en mode aujourd'hui, avec le recul, je vois les choses différemment, mais j'étais en mode: «Si je me lance dans l'entrepreneuriat, il faut que ce soit une idée que personne n'a eue». Mmh. Aujourd'hui, je pense que si je me relançais dans l'entrepreneuriat, j'achèterais une boîte, plutôt. Ah Voilà, ouais, je pense que je tu pas reprendrais envie une de entreprise. repartir de zéro. Non, parce que c'est quand même très, très dur, ça demande énormément d'énergie, de flexibilité, c'est très chronophage, donc je pense que je ferais, différemment. Mmh. Et néanmoins, donc il y avait pas de choses là-dessus et c'est vrai qu'il y en avait pas puisque moi, donc j'ai fait, un programme, de 9 mois, à HEC. Donc en fait, j'ai quitté Shell, D'accord. Tu as eu cette je suis partie. réalisation et tu as quitté Shell pour, lancer ce projet? Voilà, en fait, c'était un moment où je devais changer de job chez Shell et ils m'ont proposé un poste en Hollande, mais les conditions ne m'allaient pas. C'était un super poste sur le papier, mais l'équipe autour, pour moi, me faisait dire que j'allais être frustrée tout le temps et j'aime pas la frustration. Donc je suis partie dans le cadre d'un plan de volontariat au départ et direct, j'ai quitté Shell, le 28 février. Le 1er mars, je démarrais à HEC, un programme de 9 mois d'entrepreneuriat. Où là, en fait, l'idée, c'était tester son idée, faire les premières démarches, trouver ses associés, faire le produit et en fait, au bout des 9 mois, on devait pitcher avec un, minimum viable product, moi, j'avais décidé de faire, le premier programme de Soft Kids pour la confiance en soi. Et toi, tu es Donc j'ai partie trouvé toute seule dans ce challenge ou est-ce que ton amie avec à qui tu as pitché l'idée, elle s'est associée avec toi pour faire, ce projet? Elle s'est associée avec moi, mais au départ alors aujourd'hui, elle est à 100 mais elle est à 100 depuis, 1 an et demi. Avant, elle était, ce qu'on appelle associée un peu passive, c'est-à-dire elle donnait plein de coups de main sur des trucs, mais elle était pas à 100 Mmh. sur le projet. Ah oui, puis elle était expat, c'est ça, non? Enfin, elle était pas, Ouais, forcément, ouais disponible pour le challenge. OK. et au départ, je me suis lancée toute seule, j'ai trouvé un dev et c'était moi et mon dev et les 2 premières années de SoftKids, c'était moi et mon dev. Et tu t'es associée aussi avec Voilà. ton dev ou il était plutôt, Non, employé, enfin, prestataire, on va dire? il était employé et au bout de 2 ans, il est parti parce qu'il voulait créer son propre jeu vidéo. Mais c'était, ça on s'est très bien entendus, c'est très bien passé, moi, en fait, je dessinais, je faisais les maquettes, j'allais voir en fait, pour le 1er programme Confiance en soi, j'ai un de mes amis qui est pédopsychiatre, au CHU de Montpellier, donc je lui ai montré ce que j'avais fait et cetera. C'est lui qui a, en fait, validé un petit peu, ce que j'avais fait en termes de confiance en soi. Il m'a donné, des indications, son expertise et donc on est parti là-dessus Donc tu as fait un premier et programme c'est que tu as pitché à HEC et alors quel a été ouais le résultat de cette formation, de ce programme?
Et ben, HEC m'a dit: «Mais madame, vous n'êtes pas time to market, c'est beaucoup trop tôt. Vous pensez que les gens, ils vont acheter une appli, pour la confiance en soi et cetera?» C'est vrai? Ouais. Bah, ce à quoi j'ai répondu, je me suis pas démontée: «Mais si, on a fait une enquête», j'avais fait une enquête auprès de 220 parents, la confiance en soi, c'était hyper important pour eux. Heu, Avec les reculs, ils avaient raison, j'étais pas time to market du tout. Mmh. Je pense que j'ai eu, entre guillemets, «de la chance» qu'il y ait la pandémie parce que ça a accéléré. Je pense que s'il y avait pas eu la pandémie, on n'y serait toujours pas. Là, on est time to market depuis l'année dernière, on va dire. C'était Parce que quand, depuis du l'année coup, dernière, le timing? bah, en fait, j'ai lancé, le premier module en avril 2020 en plein pendant le confinement. Donc là, j'ai Mmh. commencé à avoir pas mal de téléchargements. J'ai fait une campagne Ulule où j'ai prévendu les programmes d'après, Persévérance, Esprit critique, et cetera. Et là, en fait, ça a été assez flat. On a eu dans les 10 000 utilisateurs, puis après, 20 000. Et en fait, ce qui m'a fait dire que ça y est, le grand public, enfin pas le grand public, mais on était un peu plus près du time to market, c'est quand on est venu me chercher pour répondre à un appel d'offres de l'éducation nationale où là, on a gagné l'appel d'offres pour accompagner 500 000 décrocheurs scolaires dans 8 académies sur 5 ans. Ah oui, Et là, je me suis dit, OK, si l'éducation nationale te demande te des soft contacte, skills, ce ouais. qu'ils Mmh. appellent les compétences psychosociales à l'éducation nationale, c'est que là, vraiment, on commence à y être. Mmh. Donc du coup, Voilà. SoftKids aussi a pris un tournant, c'est-à-dire que c'était plus seulement pour les parents, mais c'était aussi pour être, utilisé par les écoles, intégré, Ouais, dans les programmes, c'est ça? Pour, aider à développer ces ouais. compétences chez les enfants et les Mmh. adolescents? Ouais, donc on est B2C avec le produit Soft Kids for Family et on est B2, ce qu'on appelle B2 Government avec le produit. On a un produit qui s'appelle For School pour les primaires et un produit qui s'appelle For Teens pour les collégiens et les lycéens. Et en fait, quand on me dit: «Ah mais normalement on n'a pas plusieurs, marchés, c'est trop compliqué», moi je réponds: «Mais non, mais moi mes 2 produits sont complémentaires». On s'inscrit dans les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, puisque l'Organisation mondiale de la santé dit: «Tous les enfants du monde devraient développer leurs soft skills 3 heures par semaine, 2 heures à l'école, 1 heure à la maison». Et nous, on a 2 produits complémentaires qui permettent de développer les soft skills à la maison et à l'école. Mmh. Bah, c'est génial en tout cas et là du coup 5 ans après, on va dire les démarrages de SoftKids, vous en êtes où en termes d'utilisateurs, Alors, on a plus de 20 000 utilisateurs, dans plus de 50 pays. Parce On que du a coup, 3 c'est le 500 programme, utilisateurs. il est traduit, c'est ça? Il est en français et en Ouais, anglais? ouais, en français, en anglais. On a 3 500 utilisateurs actifs mensuels, sans budget d'acquisition. En fait, en 5 ans, je n'ai jamais dépensé 1 € en marketing. C'est vrai? Heu, ouais. C'est quoi qui t'a aidé pour, développer SoftKids? C'est la campagne Ulule et ensuite le partenariat avec le gouvernement? C'est, on va dire la campagne Ulule, LinkedIn. Je fais énormément de posts, je poste tous les jours et après j'ai énormément, travaillé ce qu'on appelle l'App Search Optimisation, c'est le SEO des apps. Donc en fait, c'est exactement la même chose que quand on est sur les sites internet, mais sur les applications. Parce qu'il faut savoir que 80 des achats d'applications se font dans le store. Mmh. Donc en fait, il faut travailler les visuels du store, les mots-clés, du store et cetera et donc Et tout ça, tu l'as appris là-dessus, sur le tas? non, je me suis fait accompagner, D'accord. par un consultant, puis après une consultante qui m'ont aidée à optimiser mes pages. Donc en fait, quand je dis sans budget marketing, j'ai quand même pris des consultants Oui. marketing, Et qui tu sont pas fait spécialisés d'ads en ou apps de mmh. mais j'ai pas fait d'apps et de publicité. Et alors vous êtes combien à l'heure actuelle à faire tourner, SoftKids? Alors, on est entre 4 et 6 selon, si on compte, les apprentis ou pas et donc on a un pôle, recherche et ingénierie pédagogique avec une ingénieure pédagogique et une thèse CIFRE. Donc les thèses CIFRE, c'est les thèses en entreprise. Donc on a une thésarde qui est rattachée au laboratoire en neurosciences et sciences de l'éducation du CNRS, la PSIDE et elle fait les mesures d'impact et par exemple là, il y a, sur toute l'année scolaire de l'année dernière, il y a, 80 classes qui ont utilisé SoftKids
et donc on est en train d'évaluer si le fait d'utiliser Softkit et de développer sa confiance en soi, sa persévérance, ça a amélioré les résultats scolaires. Ah, c'est génial. Voilà, Les après on a résultats de un pôle, l'étude, ils sortiront, publiquement ensuite? ouais, oui, oui, parce que, ma thésarde, elle doit faire sa thèse, elle doit la Ah bah oui. soutenir, donc mmh et ensuite, on a 2 développeurs et puis après, il y a, Anne-Laure, donc mon associée, et qui est COO et moi. Et alors, comment est-ce que, tu as fait pour financer, ce projet d'app? Sachant que le développement d'une app, quand on s'y connaît pas du tout, ça peut être assez coûteux. Mmh Donc mh. tu me dis que tu avais fait une, campagne Ulule, mais est-ce que tu as mis des fonds propres au début pour, bah, par exemple, travailler avec le web développeur, faire un MVP et cetera? Moi, en fait, j'ai mis 30 000 € au départ. Ensuite, j'ai fait la campagne Ulule, bon, c'était 15 000 et après j'ai été faire levier avec la BPI pour avoir un Innovup. Ce qui m'a permis en fait, d'embaucher mon développeur en CDI. Et puis après, j'ai fait quand même, 40 000 € de compte d'apport en compte courant d'associé, il y a 2 ans, parce qu'on était un petit peu en fin de trésor. Et puis ensuite, bah, l'appel d'offres, de l'éducation nationale, nous a permis, de continuer parce que c'était c'est un contrat à 250 000 € quoi. Mmh. Et alors, est-ce qu'à l'heure actuelle, vous êtes, rentable du coup par rapport, au coût de Non, pas développement? encore. Pas encore? Et Non, toi, pas tu te encore, pas rémunères? encore. Je commence, Tu commences? mais ça a été, mais après c'est des choix. Mmh. J'aurais pu me rémunérer plus tôt, mais dans ces cas-là, j'aurais pas fait de R&D. Et donc en fait, j'ai choisi de me rémunérer plus tard parce que je pouvais, parce que quand je suis partie de Shell, je suis partie avec, un chèque, de départ dans le cadre de mon volontariat et donc j'ai fait le choix de faire de la recherche scientifique, d'avoir, une thèse, voilà et ça, Mmh. Tu voulais vraiment c'était lécher le absolument pas contenu de ton appli, plus voilà. mmh. Mais ça, c'était pas nécessaire, quoi. Oui. Mais moi, je trouvais que, c'était important quand on est sur un produit d'innovation sociétale comme celui-là, parce qu'on n'est pas là pour vendre des mathématiques, du français, de la lecture. Tout le monde sait qu'il faut apprendre à lire, écrire, compter. Par contre, les gens ne savent pas qu'il faut développer les soft skills des enfants pour améliorer la réussite scolaire, pour améliorer l'insertion professionnelle, pour améliorer la santé mentale. Et donc, le fait d'avoir la caution scientifique fait que les gens t'écoutent plus. Mmh. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait ce choix, quoi. Oui et puis de toute façon, tout ce qui touche aux produits éducationnels, on préfère, enfin voilà, surtout avec toi, l'exigence que tu avais aussi, pour avoir travaillé justement directement avec les compétences, comportementales. On préfère avoir un contenu qui soit ultra quali, surtout quand voilà, ça aura sûrement un impact sur l'éducation des futures, Ouais. générations. Est-ce que Mmh. toi, tes enfants, ils ont été impliqués dans le développement de cette application? Est-ce qu'ils ont été les premiers bêta-testeurs? Est-ce qu'ils t'ont Mon aidé? aîné, oui. Ouais, ouais. Mon aîné, c'était un des premiers bêta-testeurs et après, en fait, quand on a lancé, SoftKids, on avait, 20 familles qui, testaient tout et nous envoyaient, tout en test. Alors ton aîné, il a quel âge? Là, il a 11 ans maintenant, il est en 5e. Et tu me dis que tu as des jumeaux de 6 ans, donc ça veut dire qu'ils sont nés quand tu étais en plein développement de Soft Kids? Ouais, en fait, quand j'ai démarré SoftKids, mes jumeaux avaient, enfin, quand on a lancé SoftKids, ils avaient plus de 2 ans, mais quand j'ai démarré HEC, ils avaient 15 mois, quoi. Et alors comment est-ce que ça s'est passé, bah, justement, entreprendre, alors que tu étais maman de bambins, que tu devais voilà, créer une app qui était innovante et puis en même temps gérer une tribu de 3 dont, 2 enfants moins de moins de 2 ans? En fait, le truc qui a été, un vrai enfer, ça a été la pandémie. Mmh. Parce que, bah, en fait, pendant la pandémie, les jumeaux, ils avaient, 2 ans et 4 mois. Ils commençaient à marcher partout, à toucher partout et donc c'était pas facile de télétravailler, à 2 avec mon mari, en ayant les jumeaux, enfin donc je travaillais la nuit
et donc j'ai eu un déficit de sommeil, pendant, je pense, ouais, pendant au moins 2 ans. Et puis sans compter, qu'avec la pandémie, la crèche est fermée, elle ouvrait, machin, Oui, donc ça j'ai vraiment jonglé. Heureusement, je suis quelqu'un du soir, mais tu même quand travaillais j'étais chez combien Shell, de je temps le bossais. soir? Tu travailles toute la nuit? Bah, je fais du, je sais pas, du, 8h30, 1h du mat, quoi, Mmh. et j'avais déjà cette habitude chez Shell, hein, de bosser le soir. Je OK. suis très efficace le soir, donc ça me dérange pas de bosser le soir. Hem et après, Tu bossais quand tes en enfants fait, étaient moi, couchés, c'est ça? ouais, quand les enfants étaient couchés, je bossais, et puis, après, moi, je suis quelqu'un qui me pose pas trop de questions. Je pense que, c'est un atout. Je suis très optimiste, tu vois? Des fois, mon mari, il me dit: «Mais, quand même, tu es complètement folle, tu as lancé ta boîte, on avait les jumeaux, enfin, et moi, en fait, je vois jamais trop les contraintes, en fait. Je vois que les opportunités, donc je pense que mon optimisme fait que je gère bien, et après, l'arrivée des jumeaux a fait que j'ai énormément lâché de prise sur plein de trucs. Avant les jumeaux, il fallait que ma mon appart soit tout le temps enfin, tout le temps impeccable, bien rangé, machin. Depuis que j'ai les jumeaux, je range le week-end, et si c'est la bazar la semaine, c'est pas grave. Heu, je raconte souvent cette anecdote quand je fais des conférences. Quand je partais en déplacement professionnel avec mon aîné, je préparais les fringues pour toute la semaine pour mon mari. Donc il avait Pour le ton mari? paquet, du lundi. Je croyais que tu allais me Oui, dire oui. pour ton enfant, mais Non, non, bah, pour que mon mari habille mon ah fils, d'accord, qui était à d'accord. la crèche, et J'ai que compris mon les fils, il fringues soit bien habillé. d'accord. J'ai compris les fringues pour ton Alors mari. que maintenant, j'en parle dans le livre, depuis qu'ils ont 4 ans, mes jumeaux, ils s'habillent tout seuls, ils choisissent tout seuls leurs, habits le matin, et franchement, si c'est pas accordé, c'est pas bien grave. Oui. Donc en fait, le fait d'être entrepreneur m'a fait lâcher prise sur plein, plein de choses sur l'éducation, et bah, je mets, on va dire, les principes de Soft Kids, en application à la maison, et mes enfants sont extrêmement autonomes. Mmh. Et ton mari, ça le dérangeait pas que tu bosses le soir, parce que du coup, ça fait moins de moments, entre vous, Non, parce qu'on a toujours réussi à trouver, un équilibre, enfin, lui aussi, des fois, il aime bien bosser le soir, Il est et que, entrepreneur? non, 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 mais en fait, on a toujours été comme ça, tous les 2. Enfin, on s'est rencontrés quand on était étudiants, et on a toujours eu cette vie du soir, quoi, où à faire plein de trucs le soir. On s'est rencontrés dans les syndicats étudiants, et du coup, on faisait du syndicalisme étudiant après les cours, et on écrivait des contributions, on négociait avec le ministère de l'Éducation nationale. Donc voilà, on a toujours eu un peu cette habitude, et en Très fait, même quand on bosseuse bosse et tous les 2, très engagée, ouais. voilà, et donc quand on bosse tous les 2 le soir même, enfin, tu vois, on va s'échanger des trucs, on va discuter, donc non, non, ça ne nous a pas posé de problème, Et quoi. alors finalement, donc la pandémie, comme tu m'as dit, sur le plan perso, ça a été un véritable challenge, mais finalement sur le côté pro, ça a été finalement un tremplin pour aider Soft Kids à mieux se développer, à mieux atteindre les utilisateurs puisque ça collait vraiment aux problématiques, qui étaient vécues par les gens, à l'époque. Mais clairement oui, en fait, j'ai eu une surprise, je sais pas, ça faisait pas enfin, je sais pas, ça devait faire 2 semaines qu'on avait lancé l'appli. Et il se trouve que j'avais fait un post LinkedIn, qui disait, «Télétravailler avec les enfants, mission impossible, non», parce que moi, chez Shell, je télétravaillais depuis 2009, Ah ouais! et j'avais droit de télétravailler le mercredi avec mon fils aîné, donc qui était en maternelle, donc je savais déjà ce que c'était, Mmh. et Madines a repris, mon article en disant, «Solène Bocquillon-Le Guaziou, la fondatrice de Soft Kids, l'appli Nana, vous donne ses conseils», et du coup, je me suis retrouvée en fait,
un peu, sur le devant de la scène, sur les réseaux Trop et bien. dans Madines, comme ça, alors que je les ai même pas contactés. Enfin, ils m'ont même pas contacté pour me dire qu'ils écrivaient cet article, quoi. C'est fou et donc là, Donc d'un coup, ça t'a donc donné une c'est véritable, visibilité un et petit pour coup de boost, ouais, SoftKids, c'est ça. ouais. Mmh. Et alors, est-ce qu'en 5 ans de développement, tu as rencontré quand même d'autres challenges, pour le développement de SoftKids, des choses où tu t'es dit, «C'est trop dur, je dois arrêter» ou Il y a plein de challenges différents. En fait, les challenges que j'ai eu au début, c'était, le challenge sur le timing parce que j'ai eu énormément je pense que j'ai dû mettre 18 mois à me dire que j'étais plus dans un grand groupe et en fait, je suis arrivée avec tous mes process shell en me disant: «Ouais, dans 6 mois, on a sorti ça, on a sorti» et en fait, on était tout le temps à la bourre. Mais c'était normal, enfin, quand j'étais chez Shell, on était 30 pour gérer tous les projets que oui. j'avais, là, on était 2 quoi et ça, j'ai été très frustrée pendant on va dire les 2 premières années, en me disant: «Ça va pas assez vite, je suis tout le temps à la bourre, nin 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 nin». Après, j'ai changé d'état d'esprit en me disant: «Bon, ça sortira quand ça sortira, arrête de te mettre des deadlines et tout». Hem, après, enfin, moi, alors, pour certaines personnes, de l'écosystème startup, entre guillemets, je suis une folle, j'aurais déjà dû arrêter parce que j'ai pas l'attraction, attendue par, l'écosystème. Après, ça dépend ce qu'on parle de traction. Moi, j'estime que j'ai gagné un appel d'offres avec l'éducation nationale, j'ai plus de 20 000 utilisateurs, mais on n'est pas encore à l'équilibre, on fait pas assez de chiffre d'affaires. Mais moi, j'estime que je suis dans un projet d'innovation sociétale et que donc ça prend plus de temps. Oui, les projets à Heu, impact, la rentabilité, elle est plus longue à être voilà, atteinte, ouais. Mmh. sans vouloir, voilà, enfin, comparer, mais on vend pas des couches, on vend pas des éponges réutilisables. Tout le monde a besoin d'éponges. Nous, en fait, notre enjeu, c'est de passer du nice to have au must have et de se dire, développer la confiance en soi de ses enfants, et ça la persévérance, c'est pas la cerise sur le gâteau, quoi. Ça doit Mmh. être la base, solide, et donc bah, voilà, ça prend plus de temps parce que quand ton enfant, il est nul en maths, tu lui prends un prof de maths et tu vas lui faire, bachoter les maths en lui faisant faire plein d'exercices de maths, les uns après les autres. Sauf que la recherche scientifique, elle montre que pour être bon en maths, il faut avoir confiance en soi, savoir accueillir ses émotions et être persévérant en apprenant de ses erreurs. Donc en fait, si tu vas travailler ses soft skills, tu auras plus de résultats que si tu lui fais refaire un exercice, continuellement, quoi. Mmh. Et ça, il faut arriver à le faire comprendre aux parents, au grand public, aux éducateurs et ça prend du temps. Ouais. Et donc oui, plein de fois, j'aurais pu me dire: «Ouais, arrête et tout», mais j'aurais pu me dire: «Arrête», mais en fait, là, j'avais dit au début, j'avais dit: «Quand j'ai plus, mon chômage, j'arrête». Et en fait, quand j'ai plus eu mon chômage, il y a le conseil scientifique de l'éducation nationale qui a sorti un rapport qui s'appelle «Être professeur au XXIe siècle» et qui a dit qu'il fallait développer les soft skills des enfants. Donc je me suis dit: «Waouh, s'ils le disent, je vais Ouais. pas arrêter». Oui, Donc bah, oui. enfin ensuite, donc je m'étais dit: «Je me donne 1 an de plus». Après, au bout d'1 an, je gagne un appel d'offres pour accompagner les décrocheurs scolaires. Donc en fait, tu Ouais. vas pas arrêter À là. chaque «deadline» entre guillemets, tu as eu des nouvelles opportunités Voilà, qui à ont fait chaque vraiment monter, d'un cran le projet, voilà, quoi. Mmh. voilà et donc tu te dis: «OK, je suis pas encore rentable, OK, bon, je gagne pas ce que je gagnais avant, mais bon, je crée des emplois, j'ai des salariés, Oui, puis tu œuvres et aussi pour, changer le futur, des générations, enfin des voilà nouvelles et générations, on ouais, a de l'impact. ben, oui, c'est ça, ouais. Mais voilà, mais c'est clair que là, bon, là, on vient de terminer notre, levée de fonds. Ouais, j'ai vu. Donc on a fait une levée de fonds de 160 000 €, ce qui est, très compliqué, hein, dans l'EdTech, hein. Ça peut paraître, peanuts, mais je le dis tout le temps, l'EdTech, scolaire, c'est 0,33 du montant des levées de fonds en France. Donc tu ajoutes Mmh. à ça le fait que je suis une femme, 2 du montant des levées de fonds, c'est un peu compliqué de lever. Ouais. Donc c'est déjà pas mal d'avoir réussi et franchement cette année, l'objectif c'est, de transformer, SoftKids en fusée et voilà et de scaler, d'avoir le maximum d'utilisateurs Ils vont servir à et quoi c'est ces vraiment fonds, ça. du coup? Alors ils vont servir, principalement justement à faire du marketing puisqu'on n'en a jamais fait.
En fait, je fais de la com. Je Ouais, suis pas mauvaise en com, mais on n'a jamais fait vraiment de marketing. ouais. Donc, ils vont principalement à servir à faire du marketing et de la vente. Et aussi à développer une partie de l'app qui me tient à cœur, qui est de l'adaptive learning, parce que aujourd'hui, les parcours ne sont pas individualisés suffisamment en fonction du niveau de soft skill des enfants. Donc, l'idée, c'est d'aller mettre de l'intelligence artificielle pour que les enfants aient des programmes qui correspondent à leurs besoins en développement de soft skills. Mmh. C'est génial. Voilà. Et alors, c'est quel profil d'investisseurs que vous avez eu? C'est des particuliers, des entreprises? Oui, principalement des particuliers. Là, en fait, on a fait une campagne en crowd equity sur So We Fund. Donc, c'est marrant parce que je déjoue toutes les statistiques puisque, aujourd'hui en France, il y a 12 de femmes business angel et donc moi là, sur la levée de fonds, on a plus de 200 personnes qui ont investi et on a 85 de femmes Ah ouais! Donc et je dis encore une fois, toujours, ça prouve c'est l'implication, des femmes dans le dans l'éducation et et les projets comme ça. et voilà et je dis toujours: «Tiens, c'est marrant parce que, il y a que 20 des papas qui s'occupent des devoirs». Et en fait, mon taux, homme-femme, d'investisseurs est, presque, Similaire. identique à Mmh. celui de l'investissement, homme-femme, dans les devoirs d'école. Ouais. Voilà. Effectivement. Alors, tu le disais enfin, tu le disais dans la conversation et c'était effectivement aussi, une question que j'avais pour toi, parce que le personal branding, c'est vraiment un sujet sur lequel je travaille aussi moi, et que j'apprécie tout particulièrement et tu le disais, que être actif sur LinkedIn, c'était ça aussi qui t'avait permis, de donner de la visibilité à SoftKids au début et puis de trouver les premiers utilisateurs. Toi, notamment, tu es suivi par, plus de 16 000 personnes sur LinkedIn. Quel conseil tu donnerais à des entrepreneurs qui veulent utiliser LinkedIn dans la construction de leur marque, personnelle? Alors les conseils que j'ai, c'est un la régularité. Moi, j'ai commencé vraiment à décoller, quand j'ai posté tous les jours Même le et week-end? après, bah, c'est pas grave. Non, je poste pas le week-end. Heu mais quoique là, j'ai fait un post dimanche, mais c'était exceptionnel. C'était pour coller à l'actualité, c'est parce que c'était la veille de la rentrée mais donc il faut être régulier. Moi, j'ai vraiment vu les choses décoller quand j'ai commencé à poster, 5 fois par semaine. 2, il faut absolument se dire à chaque fois, quelle est la valeur que j'apporte. Même si, voilà, on faut pas être dupe, on est tous là pour vendre des choses sur LinkedIn. Mais moi, en fait, à chaque fois que j'écris quelque chose, je me dis: «Est-ce que ça va apporter de la valeur à quelqu'un, quoi?» et même s'il y a une seule personne, que je vais toucher, bah, je suis contente, j'aurais touché une personne. Mais voilà, faut apporter de la valeur. Puis le troisième conseil que je donnerais, c'est, faites ce que vous avez envie de faire. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup trop d'injonctions, et j'avais fait un post là-dessus. Par exemple, hem, j'aurais pu, je pense, avoir plus d'abonnés plus vite, parce qu'on m'a dit: «Il faut que tu sois plus clivante». Mais moi, en fait, mon parti, c'est la nuance. Je suis là, pour vendre, du vivre ensemble, de la diversité, de l'inclusion, donc je vais pas aller dire: «Ouais, vous avez rien compris à la life, c'est comme ça que ça Oui, tu vas fonctionne». pas être provoque ou polémique. Voilà, donc je suis dans la nuance, mais parce que la nuance est à mon image. Deuxième chose, j'écris plein de posts longs. J'ai des potes, ils me disent: «Waouh, je lis pas tes posts, c'est trop long». Bah, moi, en fait, j'aime écrire des posts longs. Je n'arrive pas en fait, moi, Oui, puis mon c'est pas mon grave seul parce que tu les as problème quand écrits je suis peut-être pas sur pour eux, en LinkedIn fait, donc ouais et moi, mon seul problème, c'est quand je prépare mes posts et que je fais copier-coller, je dépasse systématiquement, le nombre de caractères, il y en a 2000 hein, sur maximum. LinkedIn, je crois. Ouais, je dépasse systématiquement. Mais c'est parce que moi, j'aime écrire en long. Donc en fait, mais et du coup, j'arrive à écrire tous les jours sur LinkedIn parce que j'écris comme j'en ai envie, comme ça me plaît et Mmh. enfin, ce qui me correspond et je vais pas essayer d'aller chercher ce que les autres veulent et les injections à droite, à droite. Parce qu'en fait, si vous commencez à écrire sur LinkedIn, mais que vous faites ce que les autres vous recommandent de faire, mais que ça vous correspond pas et ben vous allez abandonner. Mmh.
Moi, j'aime beaucoup te suivre parce que, justement, tu parles de plein de choses, qu'on voit pas notamment beaucoup sur la plateforme. C'est drôle que tu m'aies donné les stats justement sur la levée de fonds en France et notamment dans la tech avec les seulement 2 de femmes qui lèvent des fonds en France, parce que je l'avais noté, dans une question de l'interview. Enfin, tu donnes des stats qui sont intéressantes sur l'entrepreneuriat dans la tech, l'entrepreneuriat féminin. Tu parles aussi un peu des dessous, de soft kids, des avancées, mais tu parles du coup aussi d'éducation. Donc il y a plein de sujets en fait qui sont vraiment intéressants, qui peuvent intéresser à la fois les parents, les personnes qui sont intéressées à l'entrepreneuriat, les personnes qui sont intéressées dans la tech. Donc enfin ouais, et puis moi les postes longs, Ouais, pareil, ça me passionne. ouais et puis on n'est pas obligé d'être dans des niches parce que quand j'ai dépassé les 15 000 abonnés, j'avais fait un sondage en disant: «Vous préférez que je vous parle d'entrepreneuriat, de famille, de mon rôle de business angel et cetera?» Et en fait, la réponse que j'avais eu le plus, c'est: «On préfère que tu nous parles de tout». Donc comme quoi, Non, mais c'est super que le tu le dises parce que je vois quand même beaucoup aussi d'experts qui disent: «Oui, pour vendre sur LinkedIn, il faut se mettre dans une niche, il faut communiquer à fond sur le même sujet et cetera». Alors, ça dépend. Si tu as effectivement qu'une seule offre, bon, ben, oui, il faut voilà. Mais si tu es un peu, slasher, que tu as plusieurs sujets, que ce que tu proposes, ça peut toucher à plusieurs domaines, bah, je pense que c'est d'autant plus intéressant. Tu toucheras d'autant plus de personnes, si tu parles de ces différents, sujets-là. ouais et puis après, tu vois, moi je dis enfin, en moyenne, je sais pas, mes posts, je vais avoir, je sais pas, entre, 80 et 200 likes pour les meilleurs et j'ai quelques posts qui ont été viraux. Mais moi, en fait, je cherche pas à avoir des posts viraux parce que le truc, c'est que quand tes posts, ils sont viraux, tu as les haters et donc moi, je préfère être avec les gens qui me suivent, on est bien ensemble, on parle des sujets qui nous passionnent et au moins, on n'a pas tous ceux qui arrivent, les, Jean-Michel, qui vont nous dire: «Ah mais non, c'est pas comme ça la vie, tu as rien compris», enfin voilà et donc des fois, c'est mieux de se faire petit, Ouais, tu vois? ouais, ouais. Et alors, donc tu as sorti, on va dire que en plus, voilà, de ta présence, très, marquée sur LinkedIn, de ta levée de fonds, tu as fait aussi beaucoup de podcasts et d'interviews. Tu n'arrêtes pas puisqu'en avril de cette année, tu as sorti un livre qui s'intitule «Préparez aujourd'hui vos enfants au monde de demain». Ce livre, tu dis sur Instagram notamment que tu as commencé l'écriture en 2020 alors que ta boîte, elle avait à peine 3 mois. Pourquoi? Mmh. Parce que je pense qu'écrire un livre, ça fait partie, des choses, dont je rêvais. Je m'étais toujours dit: «Ouais, j'aimerais bien écrire un livre» et cetera et qu'en fait, je m'étais dit que, pour démocratiser le sujet, il fallait que tout ce que j'ai dans la tête, j'arrive à le poser et tout ce que moi je lisais et je voyais, j'arrive à le poser. Et en fait, j'ai procrastiné à mort, parce qu'à chaque fois, quand tu as une boîte, tu as toujours quelque chose de plus, urgent et important à faire que d'écrire ton bouquin. Alors faut dire que l'écriture du bouquin, ça a été un sacrifice, je pense, pour, mes 4 hommes, donc mon mari et mes 3 garçons. Parce que, quand je l'ai eu fini, je m'en rappelle encore, j'étais assise là où on parle, à mon bureau et j'avais un de mes jumeaux qui était, assis à côté et j'ai écrit la dernière phrase, je lui ai dit: «Ça y est, j'ai fini mon livre» et il m'a dit: «Bah, j'espère que tu en écriras pas un autre». Parce que ce qui s'est passé, c'est que j'avais ce livre avec, le squelette, j'étais même partie, en une semaine, au mois de décembre chez mes parents dans le sud pour m'enfermer, pour avancer dans le livre, en décembre 2022. Non, de décembre 2021, non 22, décembre 2022 et en fait, j'avais refait toute la trame et cetera. Une semaine, de boulot puis je ne réavançais pas et en avril, j'ai un éditeur qui me contacte sur LinkedIn en me disant: «J'aime beaucoup, ce que vous écrivez sur LinkedIn, ça vous dirait pas d'écrire un livre, sur, comment développer le soft skill des enfants?» et je lui ai répondu: «Bah, j'en ai déjà, je suis en train d'en écrire un» et en fait, on a signé en 3 mois Oui, parce que tu avais et le déjà fait la de trame signer et le sujet, quoi. voilà Mmh. et le fait de signer,
et ben, j'étais obligée de rendre le bouquin, et donc j'ai signé le livre en juin et je devais rendre mon manuscrit, en, novembre, hein, octobre-novembre, Ah ouais. et du coup, j'ai écrit tous les week-ends, et mes fils et mon mari, on a eu l'impression que je passais ma vie sur ce bouquin et que ce bouquin leur avait pris énormément de temps. Mmh. Voilà. Ouais. Et alors pourquoi est-ce que Après tu je as leur fait ai ce dit bouquin? Qu'est-ce que tu voulais accomplir avec ce livre? Pour moi, ce livre, c'est pousser à la réflexion, déconstruire un petit peu sur nos sujets d'éducation. Moi, ce que j'aimerais mon ambition, c'est d'incarner la troisième voie de l'éducation. Je pense qu'on passe trop de temps à parler de la posture parentale, à avoir des discussions sur, encore là, on l'a vu, cette semaine avec la rentrée, est-ce que je suis de la team Isabelle Filosa, discipline positive, ou est-ce que je suis de l'équipe, Caroline Goldman, éducation stricte? Et moi, je pense qu'il faut qu'on arrête de penser à comment doit être le parent vis-à-vis de son enfant, mais plutôt qu'est-ce qu'on doit transmettre à nos enfants en tant que parents pour les préparer au monde de demain. Et moi, je suis plutôt dans une démarche de transmission de compétences, de développement, de l'enfant, par lui-même. Je pense que on fait trop de choses pour nos enfants et que nos enfants sont capables de faire énormément de choses et qu'on fait trop de choses à leur place. Et donc moi, je veux que l'enfant soit acteur, de son éducation, prenne aussi les choses en main, et c'est ce que je revendique un peu dans le livre, c'est, penser au quoi plutôt que penser au comment. Et alors comment est-ce que ça complète, Soft Kids? Alors, il y a beaucoup plus de choses puisque dans mon livre, c'est les 15 compétences indispensables à développer au XXIe siècle, avec son enfant. Donc c'est un livre, d'après les retours des lecteurs, qui est, très pratique, qui se lit très facilement, qui est très actionnable. Donc on a les compétences cognitives, émotionnelles et relationnelles. Dans les compétences cognitives, par exemple, on va trouver, la confiance en soi, la persévérance, l'esprit critique, l'état d'esprit de développement. Dans les compétences émotionnelles, on va apprendre, la résilience, l'accueil des émotions. Dans les compétences relationnelles, on va apprendre, savoir résoudre des conflits avec les autres. Et à chaque fois, il y a des exercices pratiques à mettre en place à la maison. Ça s'adresse pour des parents qui ont des enfants, de la maternelle, à la terminale. Parce OK. qu'on va j'aborde aussi, l'économie de l'attention, comment, expliquer à nos enfants ce que c'est les fake news, comment expliquer à nos enfants que les réseaux sociaux essayent de les capter le maximum de temps, pour vendre leurs data, enfin voilà. Et donc vraiment l'idée, c'est, d'éveiller un peu les consciences et d'avoir une nouvelle réflexion éducative, quoi, et d'arrêter de dire, est-ce que je dois mettre mon enfant dans sa chambre, ou pas, quoi? Mmh. Ouais. Donc Moi, je préfère réfléchir, moi aujourd'hui, mon enjeu, c'est, faire en sorte que mes enfants, ils arrivent à apprendre et à désapprendre parce qu'ils vont faire peut-être 10 métiers, qu'ils arrivent à détecter une fake news, qu'ils arrivent à avoir confiance en eux, face aux réseaux sociaux. Voilà, moi je m'inscris dans le monde d'aujourd'hui, je vois comment il est et je me dis: «Comment est-ce que j'arme mes enfants face à ce monde, en profonde mutation qui bouge tout le temps, quoi?» mmh. Finalement, avec le livre, tu donnes effectivement, tes conseils, sur les soft kids pour les enfants, mais plutôt aux parents. Et avec Soft Kids, c'est du coup plutôt du côté enfant. Comment les aider, eux, Mmh. à prendre en main leurs propres, compétences, comportementales. C'est ça, et d'ailleurs j'ai même des gens qui ont pas d'enfants qui ont lu le livre, hein, et tout le monde me dit: C'est «Mais toujours utile, toujours utile. je réfléchis trop à mes compétences socio-comportementales, apparemment ça amène pas mal de réflexions». Bah, c'est top. Et alors, bon, on en a parlé un petit peu dans cette interview. Tu m'as confié effectivement qu'il y a eu parfois des moments de tension, ou en tout cas ça a été compliqué, voilà, de faire tous ces projets, avec ta famille. Hem, Comment est-ce que tu vis justement du coup la combinaison de ces 2 casquettes? Est-ce que, on va dire que maintenant, vu que voilà, tu as sorti ton livre, là, bon, tu as fait cette levée de fonds, mais tu es plus en développement profond comme tu as pu être au début. Est-ce que tu as trouvé un équilibre pro perso un petit peu meilleur qu'au début de Soft Kids?
Alors ça, je te le dirai, dans quelques mois parce qu'en fait, la levée de fonds, je l'ai terminée le 31 juillet. Et donc là, on amorce, un nouveau rythme où, je vais être, moins, parce qu'en clair, la levée de fonds, c'était aussi parce que, on allait manquer de trésorerie, je me posais la question, du pire, hein. Mmh. Et donc là, je pense que je suis plus sereine et d'être plus sereine, je pense que, la famille, va le ressentir et là, en fait, je vais voir comment ça va se faire avec cette rentrée. En plus, il y a une transition puisque mes jumeaux sont passés au CP. OK, la rentrée des grands. Heu, la rentrée des grands, donc on va voir, comment, ça va se passer tout ça. Est-ce qu'ils vont avoir besoin de moi ou est-ce qu'ils vont pas avoir besoin de moi? Comment est-ce qu'ils voient, Là, eux, bon, justement, leur maman qui entreprend, qui s'enferme dans sa chambre pour écrire son livre, qui qui est stressée à cause de la c'est levée de très fonds? en fait, c'est assez compliqué, c'est à double tranchant parce que, hem, par exemple, cet été-là, j'étais, ce que j'appelle en traquance, c'est-à-dire que, j'ai mes parents qui habitent, dans le sud et dans la même ville que mes parents. Mon beau-père a une maison de vacances. Donc du coup, je télétravaillais de là-bas et en fait, les enfants, eux, ils étaient en vacances. Bon, il y avait les grands-parents, ma belle-sœur, enfin, ma belle-mère, tout le monde s'occupait d'eux et moi, je travaillais et donc mes enfants ils me disaient: «Oui, tu t'occupes jamais de nous». Mais en fait, eux, ils avaient pas compris que moi, j'étais au travail, alors que mon mari, lui, il était, à Paris au travail Mmh, tu étais et seule, donc avec eux c'est dans le sud? OK. Mmh. voilà et eux, pour eux, c'est frustrant parce que c'est genre: «Je suis là, mais je suis pas là» Ouais. et donc ça, c'est quelque chose qu'ils doivent, comprendre, apprendre et donc je leur explique ce que c'est l'entrepreneuriat, Ouais, tu as eu des qu'effectivement, discussions il y a de la avec eux à ce sujet? flexibilité. Mmh. Ouais, qu'il y a de la flexibilité et que la flexibilité, c'est que je peux télétravailler, que du coup, ils sont pas obligés d'aller au centre aéré à Paris, ils peuvent, aller tous les après-midi à la plage avec papi, mamie. Parce que j'y vais avec mes parents, parce que enfin, j'y vais aussi parce que laisser, mes jumeaux, plus, mon fils aîné à mes parents, ça fait un peu lourd, quoi, Oui. donc ça permet de prendre le relais le soir. Et que oui, ça me permet d'avoir de cette flexibilité, mais que je suis quand même entrepreneur, chef de mon entreprise, que j'ai des salariés et que donc il faut quand même que je travaille. Mmh. Heu et c'est vrai que quand on a cette discussion que j'ai des salariés ou que par exemple je vais dire: «Ah bah là, je suis en réunion avec ma stagiaire» ou «Je suis en réunion avec, mon ingénieur pédagogique», ou «Je suis en» mon fils aîné lui, c'est quand je dis que je suis en réunion avec mon développeur, parce qu'il aime bien les jeux vidéo machin, donc ça lui parle plus. Là et en fait, ils disent: «Ah oui, OK, elle a des responsabilités, elle a des salariés, elle est pas toute seule» et donc mais je pense que, enfin voilà, c'est la il peut y avoir ces frustrations-là, mais d'un autre côté, ils ont déjà, je trouve, une culture, entrepreneuriale, enfin j'en ai 2, qui sont déjà en mode, moi j'aurai ma boîte et je serai mon patron. Donc je pense, voilà, en termes de rôle modèle, Mmh. ça les fait, plutôt basculer sur ce schéma-là que le schéma, salarié. Mmh. Et comment est-ce que tu penses que la maternité, être maman, ça impacte ta façon d'entreprendre? Je sais pas si ça impacte, je pense que j'avais eu cette discussion avec une des dirigeantes de Numéam parce qu'elle, elle pense que la maternité nous impacte vraiment, en tant qu'entrepreneur. Moi, je pense que ce que ça impacte, c'est le timing. Il est évident et j'en parle jamais, parce que, pour moi, il faut pas que ça devienne un sujet, mais que ma boîte met plus de temps à décoller que d'autres boîtes parce que je suis mère de famille. Parce que, quand j'ai lancé ma boîte, j'avais des bébés, parce que 15 mois, c'est un bébé, que, j'ai eu,
voilà, toutes les maladies possibles et inimaginables, avec option jumeaux, que j'étais tout le temps chez la pédiatre, hem, que, voilà, il a fallu gérer, plein de choses parce qu'avoir des enfants en bas âge, qu'on soit entrepreneur ou qu'on soit salarié, c'est des contraintes, c'est des maladies, c'est des rendez-vous médicaux, c'est, voilà, c'est plein de choses, qu'on n'a pas quand ils sont, plus grands et donc effectivement, je pense qu'au niveau du timing, les boîtes des entrepreneurs vont moins vite et scalent moins vite que quand c'est un homme. Mmh. Voilà. Mais, moi, je suis un peu partisane du slow entrepreneuriat. On y va step by step. Alors tout le monde n'a pas les moyens. Enfin, Oui. j'ai énormément de chance et ça, je le sais, d'avoir pu faire ça, grâce à Shell et au plan de départ volontaire que j'ai eu. Mais voilà, je pense que, on est plus dans le temps long quand on est, maman et entrepreneur que quand on est, étudiant, qu'on vit chez ses parents et qu'on monte sa boîte ou que quand on est, un mec qui monte sa boîte et où, sa femme, a dit: «Bah, t'inquiète pas, vas-y, Ouais. concentre-toi sur ta boîte, moi je vais gérer les enfants», quoi. Mmh. Oui, parce que toi, tu gères, le développement d'une application, tu apprends à devenir entrepreneuse, tu gères, une tribu de 3, une vie de famille, une vie de femme. Donc c'est vrai que c'est pas évident tous les jours. Est-ce que être, ça t'a tes enfants, ils t'ont permis aussi justement de finalement en ayant parfois ces frustrations, en te disant: Tu travailles trop et cetera». Est-ce que ça t'a permis des fois de te dire: «Bon OK, tu as raison, là j'arrête, je coupe pour aujourd'hui, je déconnecte, je suis avec toi»? Est-ce que ça t'a aussi permis des fois, bah, de te recentrer un petit peu, sur toi, sur eux, on va dire de prendre un peu plus ce temps-là? En fait, moi, je fonctionne beaucoup en tant que qualitatif. C'est-à-dire, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent et alors ça, c'est peut-être parce que moi, j'ai eu mon papa était dirigeant d'entreprise. C'était pas son entreprise, mais lui, il était, enfin, directeur d'une boîte de transport et donc mon père, il partait le matin à 5h30, 6h et il rentrait le soir à 21h30, Mmh. du lundi au vendredi. Je n'ai jamais dîné avec lui. Heu, mais par contre, tous les week-ends, c'était lui qui faisait à manger le samedi midi, steak frites. Heu, j'avais du temps qualitatif avec lui, je regardais 7 sur 7 tous les dimanches soirs avec lui. Voilà et donc en fait, le fait qu'il soit pas là, tous les soirs, je ne l'ai jamais vu comme un manque et jamais j'irai lui reprocher parce que quand il était là, il était pleinement présent. Mmh. Et donc en fait, si j'ai mes enfants qui viennent me voir en me disant: «Oui maman, j'aimerais bien jouer à un je sais pas, au jeu de cette famille», je vais m'arrêter, je vais jouer au jeu de cette famille parce que jouer au jeu de cette famille, ça dure, allez, 15 minutes, quoi. Mmh. Et tu as passé 15 minutes de temps qualitatif avec tes enfants. Ils sont contents parce qu'ils ont eu cette relation avec toi et tu as pas eu besoin de passer, 3 heures, 4 heures, 5 heures avec eux. Et en Mmh. fait, le truc, c'est que les gens, ils raisonnent en temps et pas en temps qualitatif. Mmh. Et moi, je fais très attention à avoir du temps qualitatif. Tu vois, par exemple, quand je télétravaille, le jeudi et le vendredi, l'année dernière, mon fils aîné, et ben, le jeudi midi, il revenait manger à la maison et donc on déjeunait tous les 2 ensemble et Ouais. donc on pouvait échanger tous les 2 ensemble. Donc finalement, oui, tu l'as quand même tu le trouves à ta façon cet équilibre, on va dire, entre, vie de Ouais, maman, vie d'entrepreneuse, en privilégiant effectivement ces temps qualitatifs avec tes enfants, et puis en t'investissant aussi à fond dans ton entreprise. Comment est-ce que eux, du coup, ils voient, la maman, Solène qui entreprend? Tu m'as dit là, ils comprennent aussi un peu plus les responsabilités notamment que tu as? Est-ce je qu'ils pense t'ont qu'ils sont dit assez qu'ils étaient fiers. fiers de toi, par exemple, ou qui Ouais. Bah, en fait, le truc, c'est que quand tu as tes enfants qui doivent passer à la télé, Ah beh oui. bah, voilà, ils sont en fait, il y a plusieurs choses. Il y a 1, je suis passée à la télé. 2, j'ai été invitée plusieurs fois à l'Élysée, à Matignon, à l'Assemblée nationale et donc évidemment, enfin, des fois, je leur dis: «Ah, j'ai été là», je leur montre des photos: «Vous avez vu, c'était beau» et cetera et donc évidemment, pour eux, bah, voilà, ils sont fiers ou même le fait que je sorte un livre. Oui. C'est marrant parce que
Encore, ce week-end, j'ai un de mes jumeaux qui m'a dit: «Ah mais tu es connue maman». Alors je lui ai expliqué, je lui ai dit: «Je fais de la micro-influence». Je suis pas Beyoncé Pas encore, mon connue chéri. pas connue partout, mais il y a quelques personnes qui s'intéressent à mon sujet et qui me connaissent. C'est Voilà. génial. C'est top et alors quelles sont les on va parler de ça justement, quelles sont les valeurs que tu aimerais transmettre à tes enfants, on va dire les compétences, comportementales, que toi tu as pu apprendre avec l'entrepreneuriat? Alors que j'ai apprise avec l'entrepreneuriat, bah, il y a la persévérance. Donc moi, je suis une adepte de tu n'y arrives pas encore. C'est pas je n'y arrive pas, c'est je n'y arrive pas encore. Donc technique des petits pas, step by step, ne pas voir, le sommet infranchissable que tu auras parce que enfin, par exemple, sur la levée de fonds, si je regarde les statistiques, mais en fait, tu y vas pas, quoi. 2 des femmes, 0,3 dans l'éducation, tu te dis: «Bah, c'est quoi cette opération suicide, quoi?» Donc Et pourtant tu as levé donc en fait 200 000 €, ouais. ouais, donc en fait, tu y vas, petit pas par petit pas. Et donc ça, j'essaye vraiment de leur inculquer la persévérance, la technique des petits pas, avoir confiance en soi. Pour moi, c'est un vrai problème en France, les gens n'ont pas confiance en eux et moi, je pense que, un des atouts que j'ai, c'est que j'ai confiance en moi et j'ai pas trop peur de l'échec. En fait, ce que je veux dire, c'est que si jamais ma boîte se plante, je me dis: «Au pire, tu rebondiras». Tu feras autre chose, enfin Oui. voilà, hem, c'est pas, ce sera pas un échec, ce sera pas la fin du monde, ce sera pas, et donc voilà, j'essaie de leur montrer qu'ils ont des capacités, ils ont des compétences qu'ils développent et que, si c'est pas ça, ça sera ça et Mmh. c'est pas grave. Mmh. Donc ça, c'est aussi des choses que j'essaye de leur inculquer. Et puis après moi, beaucoup, de curiosité, de créativité parce que, bah, quand tu as une boîte et surtout quand tu as une boîte dans la tech, il faut être innovant. Donc j'essaie de faire en sorte que mes garçons, bah, soient curieux, quoi. Mmh. C'est top en tout cas et là, j'imagine que les prochaines étapes du coup, elles vont être assez intenses, avec, la levée de fonds qui vient de se terminer. C'est d'ailleurs, les prochaines étapes pour toi et Soft Kids? Donc les projets de la rentrée, bah, c'est de continuer à vendre nos produits et à leur faire gagner en visibilité. Ensuite, on sort un nouveau produit, on va sortir des formations en ligne pour les parents. Donc on va sortir un programme, Family Zen, qui permet en fait, bah, grâce au développement des soft skills, bah, d'aller, tacler un petit peu toutes les problématiques des parents du type le tunnel du soir, la dodoir, la gestion des écrans, donc voilà, c'est Family Zen. Donc on lance, la Soft Kids Academy. Et puis, je vais aussi, lancer là dans quelques semaines, un show sur YouTube, Génial. dédié à l'éducation. Voilà. Et tu es la Ah, première à trop qui je le cool. dis, hein, donc Bah, écoute, je sais tu es pas, en l'épisode est avant-première, prévu pour, octobre, en tout cas sa date de sortie, donc peut-être que d'ici là, ce sera sorti, je pourrais mettre effectivement le lien en description ou en tout cas voilà de ça s'appellera, c'est Soft Kids mmh. de toute façon, enfin c'est brandé, Soft Kids sur YouTube. Ça sera brandé Soft Kids et ça s'appellera Super. Bon, Génération ben, Parents. voilà, si ça intéresse les auditeurs de Biz and Bibs d'aller checker tout ça sur YouTube. Merci en tout cas Solène pour ton partage dans Biz and Bibs. On te souhaite plein de bonnes choses pour la Avec suite et une très avec bonne continuation. merci. Vous venez de regarder un nouvel épisode de Biz and Bibs. Merci infiniment pour votre soutien. S'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce sous la vidéo, un petit commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé ou à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochains épisodes. Retrouvez-moi sur mon compte Instagram estelle.ducommun ou abonnez-vous à la page LinkedIn ou newsletter Biz and Bibs pour découvrir les coulisses des épisodes. Je vous dis à très vite pour une nouvelle interview avec un parent inspirant.